Bonjour à tous et à toutes. Je voulais vous demander de m'excuser parce que je n'ai pas de support. En fait, les choses se sont décidées très très vite ce matin. Voilà, donc je vais quand même vous présenter quelques éléments concernant la PGL. Donc, l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. C'est une association qui a été créée en 1986. Au départ, composée uniquement par des hommes. Et puis, petit à petit, les femmes sont rentrées dans l'association pour devenir la PGL. Actuellement, c'est une association qui compte au niveau national à peu près 2000 adhérents. Au niveau Rhône-Alpes, qui est une antenne très active, on a à peu près 260 adhérents. Actuellement, au niveau de la répartition sexuée, on compte 70% de femmes pour 30% d'hommes. Vous voyez, le rapport, c'est bien renversé depuis les débuts. Ce que je peux vous dire aussi, c'est donc la PGL est organisée en antenne régionale qui dépasse l'organisation administrative. On a des régions qui sont beaucoup plus vastes que les régions administratives. Et la PGL, au niveau de ses activités, a des activités qui sont tournées vers l'intérieur, à destination de ses adhérents, essentiellement des activités de convivialité, et des activités également de soutien, de groupes de parole. Et puis il y a des activités aussi qui sont tournées vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité depuis 2012-2013 concernant la législation sur le mariage, l'adoption. Mais la PGL a été très active en termes de lobbying politique par rapport à la loi de mai 2013. C'est une association aussi qui est très orientée vers la recherche, donc avec une commission recherche. Et puis ce dont je voulais vous parler plus précisément aujourd'hui, c'est une association également qui a créé une commission formation à l'initiative de l'antenne Rhône-Alpes en 2008. L'antenne Rhône-Alpes a voulu créer une activité de sensibilisation, d'information à destination des professionnels qui étaient en lien avec les enfants et les familles. Avec cette conviction qu'il fallait aller à la rencontre des professionnels pour lutter contre les stigmatisations et les discriminations. Donc, en Rhône-Alpes, on a monté ces actions de sensibilisation principalement à l'adresse des travailleurs sociaux. Donc, on intervient dans les centres de formation du travail social, avec les éducateurs de jeunes enfants, les assistants de services sociaux, les éducateurs spécialisés, les médiateurs familiaux, principalement. Également des personnels de santé, futurs professionnels de santé, donc dans les IFSI. Et on s'adresse donc sur plusieurs centres de formation de la région Rhône-Alpes, que ce soit en Isère, dans la Loire et dans le Rhône et en Drôme également. Voilà. Je pense que ce qu'on peut retenir en premier, parce que il y a un contexte spécifique depuis, on va dire, 3 ans en France, et je pense que ce qui marque le plus dans ces rencontres, c'est ce que produit déjà la rencontre physique avec ces futurs professionnels. Le fait de rencontrer des parents, des futurs parents qui vivent dans un contexte homoparental. Parce que on a vécu quand même ces dernières années des expériences moi j'appelle ça de fabrique de monstres, à tel point que certaines personnes étaient persuadées que les parents dans les familles homoparentales avaient des cornes sur la tête et des pieds fourchus. Donc le simple fait de rencontrer des personnes à visage humain, déjà, c'est une expérience. Bien sûr qu'on va au-delà, dire que les interventions, on parle bien sûr de la loi de 2013 parce qu'elle est très compliquée à comprendre quand on n'est pas spécialiste. On parle aussi de la lutte contre les discriminations et des discriminations qui persistent dans le quotidien des familles homoparentales, puisque la loi de 2013, si vous l'avez un peu en tête, ne couvre pas toutes les configurations homoparentales. C'est-à-dire qu'elle laisse persister des inégalités, notamment en ce qui concerne
les enfants issus de GPA et les pluriparentalités. La loi de 2013 est muette sur les pluriparentalités. Elle reste persister des inégalités aussi pour les couples de femmes dans l'accès à l'IAD, par exemple, puisque ça, il était prévu au départ que ce soit dans la loi, et puis, chemin faisant, les choses ont été plus compliquées, et l'accès à l'IAD reste fermé aux couples de femmes et aux femmes seules. Insémination à... Pardon, oui. artificielle avec donneur. Voilà. Ce qu'on appelle la PMA, mais bon, je préfère parler d'IAD pour l'instant. C'est plus précis. Oui, voilà. Alors, dans ces interventions, on laisse aussi beaucoup la parole aux étudiants. On essaye au maximum d'être dans l'échange, dans l'interactivité. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des configurations en termes de temps et de dimension de groupe aussi qui font que l'interactivité est plus ou moins possible. En tout cas, dans les échanges, ce qui revient souvent, la question qui revient souvent, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant de résistance à la loi, au changement que prévoit la loi de 2013 ? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de persistance de représentation négative des familles homoparentales ? Je me dis aussi que peut-être parce que la loi, maintenant les familles sont visibles dans la loi de 2013, il y a aussi moins d'expression de paroles homophobes possibles. Et qu'il y a une espèce de pression du politiquement correct qui fait que les gens maintenant se censurent un peu plus. Mais en tout cas, on n'a pas, de l'expérience que j'ai sur plusieurs années, on n'a jamais eu de réaction extrêmement virulente remettant en cause les familles homoparentales, je dirais leur capacité à éduquer des enfants, à élever des enfants, et leur légitimité à le faire. Je pense qu'on est vraiment au cœur d'un travail de représentation. Alors, puisqu'on parlait ce matin de la famille et du genre, je fais le pari que par ces sessions de sensibilisation où, en fin de compte, on met de la connaissance là où il y avait beaucoup d'invisibilité jusqu'à présent, on est peut-être en train d'aussi montrer que la famille, ça peut être aussi une instance de transformation du genre, et pas seulement de reproduction. C'est-à-dire que on fait le pari que les normes familiales sont un peu élargies depuis la loi de 2013 et qu'on œuvre aussi à cet élargissement. Alors, tout à l'heure, je parlais d'inégalités qui persistent, oui. Et ces inégalités, elles persistent parce qu'il y a aussi des reculs politiques. On a parlé à un moment donné de la loi de famille. C'est un peu comme les ABCD de l'égalité ce matin. Feu, la loi famille, qui aurait permis justement d'aborder la question des pluriparentalités, par exemple. On a parlé beaucoup de la question du tiers. Dans les familles recomposées, etc. Donc voilà, ce sont aussi des choses qu'on aborde. Ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est que pour ma part, quand je participe à ces interventions, je suis toujours soucieuse de parler du genre en fin de compte. C'est-à-dire qu'on finit toujours par parler du genre. Parce que, je pense notamment aux éducateurs de jeunes enfants, on finit toujours par parler des répartitions sexuées dans le travail social. On a des répartitions sexuées tellement explosives en termes de surreprésentation féminine. Les éducateurs de jeunes enfants en formation, c'est 97% de femmes. Les assistants de service social, on est vers 93%. Même les éducateurs, on n'est pas loin de 80%. Donc on est vraiment dans un secteur où il y a... Enfin, on est, de mon point de vue, au-delà du bastion féminin, on est dans la forteresse maintenant. Donc on parle de répartition sexuée, on parle aussi de rôles parentaux dans les familles, de sexuation de ces rôles parentaux, et puis des pratiques professionnelles égalitaires ou pas. Donc on en revient à ce qu'on disait ce matin aussi par rapport aux enfants et au positionnement professionnel qui peut ou pas
aborder la question du genre. Voilà, je vais m'arrêter là parce que de toute façon on est en retard.